On va bientôt commencer. Voilà, là je m'entends aussi, c'est encore mieux. On va commencer en fait, hein. C'est l'heure. C'est l'heure. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Je vais essayer de vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le circuit de la récompense. Je suis en train de réaliser que j'ai même pas fait un slide pour me présenter. Vraiment, on va rester, vous allez voir, très très focalisé sur les contenus. Je m'appelle Laurent Onneau, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Ludicius. On est juste en face de l'entrée, on existe depuis 2002. On fait des serious games avec une approche bien à nous. Je suis moi-même doctorant en sciences de l'éducation, j'ai repris des études un peu sur le tard. Et voilà, et je m'intéresse au récit interactif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthodologie pédagogique, en tout cas qui s'applique dans la pédagogie, qui est donc avoir recours au circuit de la compétence en concevant des challenges. Sans plus attendre, je vais essayer de vous projeter. On vous demande de partir en mission. Voilà. Sauf que, on ne vous dit pas en quoi elle consiste. Et en plus, vous avez des instructions, hein. Au moins c'est bien, et vous devez les suivre aveuglément. Faites ça, maintenant faites ça, maintenant faites ça, maintenant faites ça. Et vous ne connaissez même pas la finalité. Ça part pas très très bien. Est-ce que ça vous fait penser à certaines formations? En fait, c'est un problème qu'on retrouve vraiment très souvent. On va avoir un contenu descendant, on vous dit, voilà, apprenez ci, lisez ça, faites ci, faites ça, mais il n'y a rien qu'enrobe tout ça. Il y a une solution très très simple. Il y a plein de solutions. Il y en a une qui est vraiment très très simple, c'est d'assigner des objectifs. Alors il y a plein de façons de dire cette chose-là. Je vais essayer de le définir un petit peu mieux pour qu'on comprenne de quoi on parle. Moi j'aime bien parler du mot challenge. On va donner des challenges. Alors un challenge ça peut faire peur. On peut se dire oh là là, c'est difficile. Voilà. Difficile ou pas, c'est pas vraiment ce qui compte. Le point le plus important, c'est que l'issue soit, ou au moins paraisse incertaine. Va-t-on y arriver? Peut-être, peut-être pas, c'est pas sûr. Je ne sais pas. Si ça se trouve, on va toujours y arriver parce que c'est prévu pour. Mais si ça ne paraît pas, si on se dit que peut-être on n'y arrivera pas, on touche quelque chose. Et le deuxième point hyper important dans ces challenges, c'est que ça soit narratif ou scénarisé ou sous forme de mise en situation. Mettez vraiment les mots que vous voulez, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'objectif, c'est que vos apprenants, vos utilisateurs, si vous êtes sur une expérience digitale, se projettent et soient capables d'imaginer une histoire dans leur tête. Voilà. On leur donne un rôle. Alors, le circuit de la récompense, c'est un petit peu la thématique. C'est facile, c'est vraiment très 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 facile. En atteignant un objectif, on vient d'en parler, je vais rentrer dans le détail, le joueur reçoit une gratification. Pareil, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça libère de la dopamine. Le cerveau dit tout de suite merci. Ça marche hyper bien. Ça renforce le plaisir et l'engagement. Donc, les deux choses à voir, c'est comment est-ce qu'on fixe un objectif et qu'est-ce que c'est qu'une gratification. L'objectif, c'est un petit peu plus compliqué. Je commence par le facile. Une gratification. Qu'est-ce que c'est qu'une gratification? Comment est-ce qu'on dit bravo à un joueur? On lui dit bravo, félicitations, vous avez réussi à faire ça. Alors évidemment, vous allez rester dans cette approche narrative. Vous allez essayer d'engager cette félicitation dans l'histoire. C'est un personnage de l'histoire qui dit bravo, vous avez sauvé un personnage, voilà. Mais ça consiste juste à dire vous avez réussi, bravo. Et si l'issue paraissait incertaine, ça a de la valeur. Si l'issue paraissait certaine dès le début et quoi qu'on fasse, c'était suivant, 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 ça ne marche pas. Vous pouvez également donner des badges, des trophées. Voilà, vous avez réussi à faire ça en moins de 30 secondes, vous avez réussi, voilà, bravo. Je vous donne un badge, je vous donne un trophée, un achievement, il y a plein de façons de nommer ça, et c'est quelque chose qu'on va venir collectionner dans un inventaire, c'est génial parce qu'on peut le rouvrir. Encore une troisième façon, c'est de donner un score. Vous avez fait tel score. Le score peut éventuellement être projeté dans un leaderboard des autres joueurs, donc on peut voir comment on se compare par rapport aux autres joueurs. Cette approche est parfois jugée comme compétitive,
et donc pas forcément bien. N'empêche que savoir comment est-ce qu'on se comporte par rapport aux autres, c'est social et c'est toujours très intéressant. Et il y a plein de moyens de ne pas développer la compétition par excès. Mais il y a mieux, il y a encore mieux que tout ça. C'est plus compliqué, mais il y a encore mieux. Le mieux, c'est de débloquer des contenus exclusifs. C'est-à-dire exclusifs, il n'y a pas d'autre moyen de les obtenir. Il va falloir compléter des objectifs, gagner des challenges, et on va se voir obtenir, donner du contenu. Alors du contenu, c'est votre contenu. Si vous êtes en train de faire une formation, c'est des contenus de formation supplémentaires. Il n'y a que les gens qui ont atteint ce challenge qui peuvent obtenir ce contenu. Il y a un côté premium, il y a un côté c'est quelque chose de plus. Si c'est des contenus obligatoires, pour le module de formation, c'est compliqué, parce que ça veut dire que tout le monde ne les aura pas. Si c'est des contenus supplémentaires, qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas nécessaires, qui sont optionnels, mais qu'on aimerait bien que certaines personnes puissent les avoir, en utilisant ce principe de rareté, d'expliquer que le seul moyen d'obtenir ces contenus de formation, c'est si jamais vous avez bien réussi un challenge avant, vous allez avoir un engagement de la part de vos apprenants qui va être multiplié par 10. Il y en a même certains qui vont pouvoir commencer à se dire « moi j'ai réussi à débloquer ce truc-là, est-ce que toi tu l'as eu ?» Voilà l'ensemble des gratifications. C'est ce qui va être plus facile. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué qui est les objectifs. Pourtant, c'est ce qui paraît de premier abord le plus facile, mais on se rend compte que quand on commence à en déployer de plus en plus des objectifs, à les scénariser, à faire un petit peu tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas si facile. D'abord, ce que je vous propose, c'est une hiérarchie. Hiérarchiser les objectifs, ça va vous permettre de très facilement faire un premier déroulé. Donc, il va toujours y avoir un objectif principal. Je vous ai pris un exemple de jeu vidéo. Il faut sauver la princesse Peach dans Mario Bros. Ça peut être n'importe quoi. Il faut bien évidemment vous projeter dans vos situations à vous, dans votre expertise métier, dans vos contextes, et essayer de trouver un objectif long terme intéressant. Ça, c'est la raison d'être de l'expérience. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous allez prendre votre apprenant et vous allez lui attribuer un rôle. Uniquement, seulement en faisant ça, encore une fois, il faut que ça paraisse incertain. Si c'est évident qu'il suffit de faire suivant, suivant, suivant et qu'on va remplir l'objectif, ça marchera beaucoup moins bien. Mais uniquement en faisant ça, vous allez déjà déclencher de l'engagement chez vos apprenants. Et avec la gratification qui va venir avec, vous avez votre premier circuit de la récompense. Ensuite, on va mettre des sous-objectifs. Les sous-objectifs, ça peut être d'abord il faut faire ci, ensuite il faut faire ça, et puis finalement on va pouvoir faire ça. C'est une façon de hiérarchiser qui va vous permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail et de vous écarter de votre chemin principal. Dans les deux cas, il n'y a pas besoin de faire des choses hyper complexes. Il y a juste besoin de le faire. Et je suis toujours estomaqué de voir que les contenus sont là. Il y a une super expertise métier, il y a une super ingénierie pédagogique pour que vraiment les contenus soient les mieux faits possibles, mais ils ne sont pas mis en scène. Ils ne sont pas mis en scène, ils sont juste présentés comme ça, alors que juste faire ça va complètement changer la donne. C'est une première étape, on va voir comment on peut aller un petit peu plus loin. On va aller encore un petit peu plus loin, on va hiérarchiser toujours, on va faire des objectifs secondaires. Donc ça, c'est des objectifs qui ne sont pas nécessaires. Obtenez 10 étoiles. Alors à chaque fois qu'on va aller dans une pièce, on va obtenir une étoile. Donc du coup, on a compris quand on a obtenu 2-3 étoiles qu'il faut aller dans les pièces. Donc on va faire toutes les pièces, on va obtenir 10 étoiles. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je veux 10 étoiles, parce que c'est mon circuit de la récompense. Je sais que je vais obtenir un badge, quelque chose qui me dit bravo, tu as fait tes 10 étoiles. Et dans chaque pièce, si jamais le module, l'expérience digitale, tient ses promesses et ne délivre pas des contenus rébarbatifs à gaver les apprenants, vous allez avoir vos apprenants qui vont effectivement aller faire un petit peu le tour et explorer. Alors ce qu'il y a à dire sur cette hiérarchisation des objectifs, c'est que l'ordre de ces objectifs peut varier. Vous pouvez avoir quelque chose qui est imposé par l'expérience, un ordre linéaire. D'abord, ce sera cet objectif, sous-objectif là, sous-objectif là, sous-objectif là. Tout ça, ça fait partie d'une grande mission générale. Et éventuellement, à chaque étape, si vous fouillez un petit peu, vous pouvez avoir des objectifs secondaires qui apparaissent que vous n'êtes pas obligé de faire pour passer à la suite. Mais il y a également une autre possibilité. À chaque fois que je vais vous présenter des plus, évidemment, ça vient avec une dette technique. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser des fonctionnalités. Si vous utilisez Storyline, il va falloir mettre des triggers, il va falloir enregistrer des variables, il va falloir traquer la progression. Donc évidemment, ça demande plus de boulot. Mais vous allez réellement déployer beaucoup plus d'engagement si vous faites ça.
Vous pouvez laisser le joueur choisir l'ordre dans lequel il va faire éventuellement sa progression. S'il y a quelque chose à reconstituer en 3 parties, pourquoi est-ce que ce serait forcément la partie de gauche la première, celle du milieu la deuxième et celle de droite la troisième? Laissez l'ordre au choix du joueur. C'est pas très compliqué à mettre en place. Ça, c'est ce qu'on appelle la liberté exploratoire. Ça peut aller très très loin, beaucoup plus que simplement choisir dans quel ordre on fait. Des jeux comme GTA, Skyrim, s'il y a des joueurs dans la salle, vous savez que voilà, on vous ouvre un monde où vous pouvez vraiment choisir de faire ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Il y a quand même une histoire principale, chronologique, qu'il va falloir faire étape après étape. Néanmoins, on peut aller exactement où on veut et faire ce qu'on veut. Et des fois, l'histoire principale, elle permet d'être faite d'une façon non linéaire, si on le souhaite. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais parlé de la mission, de la progression, des sous-objectifs, et je vous ai parlé d'objectifs secondaires. Je vais faire un petit aparté. Je vais vous proposer de faire des objectifs secondaires cachés. Déjà, je vous expliquais que les objectifs secondaires, souvent comme ils sont optionnels, que le contenu pédagogique qui est lié ne sera pas diffusé à tout le monde, il y a des apprenants qui ne verront pas ces contenus pédagogiques. Donc ça ne s'adapte pas forcément à toutes les situations. Mais si vous faites des objectifs secondaires cachés, là vous allez encore avoir moins de monde qui va accéder à ces choses-là, puisque c'est caché, c'est-à-dire que ça va nécessiter de leur part qu'ils fouillent pour réussir à trouver ça. Sauf qu'à partir de là, alors ils peuvent être difficiles à découvrir ou pas. C'est pas le sujet. Caché, ça veut juste dire qu'ils apparaissent pas et que c'est pas un passage obligatoire devant, quoi. Ça demande une action de l'utilisateur pour les trouver. Vous allez avoir évidemment cette grande action générale d'enrichissement des contenus, même si c'est des contenus qui sont optionnels. Vous allez également augmenter le temps de vie de votre expérience. C'est quelque chose qui est intéressant de comprendre. Ça peut paraître contre-intuitif de se dire que on veut qu'ils passent le moins de temps et qu'ils aillent le plus vite possible droit au but pour obtenir leur contenu pédago. Parce qu'en fait, votre seul objectif, c'est celui-là. C'est de les emmener au contenu pédago et qu'ils le reçoivent. En fait, on observe que quand des apprenants, des utilisateurs d'une expérience digitale choisissent naturellement par eux-mêmes de passer plus de temps sur l'expérience, l'efficacité va se retrouver démultipliée. Donc augmenter le temps de vie de l'expérience artificiellement, c'est pas du tout une bonne chose. L'augmenter avec des mécaniques et des stratagèmes qui permettent au joueur de choisir ce qu'il veut faire dans son expérience et de passer plus ou moins de temps sur des contenus qui sont pourtant pédagogiquement optionnels, mais qui sont proposés via des challenges cachés, vous allez voir que ça marche hyper bien. Et en fait, on est quand même sur une petite live session qui parle du circuit de la récompense et donc de cette libération de dopamine. Trouver un objectif caché et y arriver et le compléter, en soi, c'est une gratification qui va être recherchée par la plupart des utilisateurs qui aiment ce principe de puzzle. Pourquoi est-ce que vous prenez un puzzle? Pourquoi est-ce que vous prenez un casse-tête? Pourquoi est-ce que vous vous cassez la tête? Pour quelle raison est-ce qu'on se fait mal? Casser la tête, ça fait mal. En fait, c'est qu'il y a la dopamine derrière, c'est immédiat. Je vais vous donner 2 petits exemples. Ça, c'est un premier jeu qu'on a fait pour la direction générale des finances publiques, donc le fisc. Ils avaient une petite problématique, c'est que leur promotion des métiers venait travailler chez nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être contrôleurs des impôts? C'est pas un métier qui est très bien vu. En fait, ils font pas que ça. Ils font plein d'autres métiers. Et donc, ils voulaient mettre en avant d'autres métiers, comme la gestion publique et comme l'informatique. Ils ont un très gros service informatique. Donc, il fallait qu'ils communiquent autour de ces métiers-là d'une façon grand public et assez différenciante et innovante. Donc, ils ont évidemment pensé à faire un serious game et on a choisi le format de l'escape game. Donc l'escape game, c'est un des formats qui existent, où on va avoir une mission générale. Donc là, on joue un stagiaire et puis on est dans une agence et c'est un peu bizarre. Il y a des trucs qui sont pas vraiment normaux, etc. Je vais pas trop vous spolier, mais il y a une raison pour laquelle ça se passe pas comme ça. Il y a un énorme coffre-fort, on ouvre, il y a des toiles d'araignée dedans, voilà. Il y a des anachronismes, il y a des trucs un peu marrants. Le jeu est accessible en accès libre pour tout le monde. Vous tapez Enigma FIP et vous allez tomber chez notre cher Trésor.
Et le fait de jouer un stagiaire, et le fait d'être dans un escape game, et le fait de découvrir finalement différentes salles qui correspondent chacun à un métier avec des énigmes à l'intérieur, ça va faire passer le message pédagogique de la meilleure manière. Je vous donne un exemple où il y a un petit contenu pédagogique et il y a énormément d'enrobage ludique autour. Ça, il faut le savoir, mais c'est un peu notre métier, donc c'est pour ça. L'exemple d'après est plus pédagogique. Qu'est-ce qu'on a mis en place là-dedans? On a mis en place un arbre des objectifs, c'est-à-dire que pour mener sa mission à bien, il va y avoir tout un ensemble de différentes choses qu'il va devoir faire. Donc, il y a des objectifs principaux. Il faut globalement dans chaque salle débloquer une énigme. Donc, il y a 3 grandes énigmes. Sauf que pour débloquer une énigme, il faut passer par différentes étapes. Donc, on a de multiples objectifs qui sont ouverts en parallèle. Et on a représenté cette progression dans les objectifs par un arbre hiérarchique. On a tout un ensemble d'achievements. Si jamais on a réussi à visiter les pièces le plus vite possible, si jamais on a réussi à récupérer des items qui sont cachés à différents endroits, on va déclencher comme ça tout un ensemble d'achievements. On a, donc c'est des badges, hein, c'est des petits trophées pour dire bravo, vous avez réussi à faire ça. On a également toute cette notion de collection des métiers, parce que c'est quand même la pédagogie. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est que la pédagogie, on en a fait un objectif de jeu. Collectionner les métiers. Réussirez-vous à trouver tous les métiers? Réussirez-vous à déterminer pour chacun des métiers quelles sont les différentes compétences dont vous avez besoin, etc. Donc il y a toute une interface spécifique pour ça, où on va collectionner les contenus. Ce qui est fou, c'est de se dire que si jamais on donne les contenus aux gens, ils les regardent, ils les jettent, et si on leur donne exactement les mêmes contenus, mais dans un jeu où on vous dit vous jouez le rôle d'un stagiaire, il faut vous échapper de l'intérieur d'une agence des finances publiques mystère, eh ben là, les gens sont d'accord pour le faire et pour lire les contenus. Et finalement, on a mis un timer. C'est tellement simple. Alors le timer, c'est un timer qui monte. C'est pas un timer qui descend. On n'a pas 30 minutes pour sortir. C'est juste un timer qui monte. Et on se rend compte que ça déclenche chez les gens l'envie d'aller plus vite. Ça leur fait une auto-excitation de se dire quel temps est-ce que je vais faire pour réussir à terminer le jeu. Voilà, c'est un jeu qui se termine en 30 à 50 minutes à peu près. Il y a des personnages qui nous accueillent à la fin pour nous expliquer pourquoi est-ce que toute l'aventure s'est passée comme ça. Ça, c'est un premier exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. C'est pour l'Aftral et le centre de formation professionnelle Presqu'île. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle un parcours scénarisé, donc beaucoup plus linéaire en termes de progression. On joue un agent de quai. Je dis on joue, c'est très graphique, et effectivement, quand on va sur le jeu, c'est un jeu, quoi. Nous, ça fait partie des modules presque les moins animés et les moins interactifs qu'on ait fait, alors que pourtant, en fait, quand on joue à l'expérience, on s'en rend absolument pas compte. Ça veut dire qu'on a bien fait notre job sur le côté de l'histoire. On ne s'intéresse pas finalement à la quantité d'animation. Voilà. Les images que je vous montre, par exemple, ici, les personnages ne bougent pas. Ce sont des images statiques. C'est en 3D, les personnages parlent, c'est animé, il y a quand même beaucoup de technologies de jeux vidéo, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on n'est pas dans le plus haut du panier en termes d'animation et d'interaction. Donc on joue un agent de quai. Un agent de quai, c'est quelqu'un qui prend des palettes et qui les met dans les camions. C'est un métier qui est censé être facile. Évidemment, ça s'adresse à des gens qui ne sont pas sur des catégories socio-professionnelles élevées. Et donc, du coup, il y a un manque de formation qui est cruel sur ce métier-là. Et donc, les gens viennent sans être formés. Et il y a des gens qui seraient plutôt bons, en fait, pour ce métier-là et à qui ça plairait, qui ne le font pas. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de faire tout un parcours d'évaluation pour vous dire, vous êtes plutôt fait, vous êtes plutôt pas fait pour être agent de quai. Il y a quand même des bêtises à pas faire. On va vivre une journée. Donc dans cette journée, on vient d'arriver, on a un intérimaire, et puis on a une chef qui nous dit fais ci ou fais ça. Donc on a des objectifs linéaires, mais on laisse chercher la suite. C'est-à-dire qu'on a une carte, on peut se promener partout, et il faut aller à un endroit précisément, et c'est là qu'il y aura la suite du scénario. Et le joueur va devoir découvrir, alors on lui donne des indices bien évidemment, où est-ce qu'il doit se rendre. On va lui dire tout simplement, va t'équiper, donc il doit comprendre de lui-même qu'il doit aller au vestiaire pour pouvoir s'équiper. Et dans les vestiaires, il doit mettre ses éléments de protection individuelle, donc ça va déclencher une activité très simple de sélection parmi une liste de quels sont les bons EPI que je dois mettre par rapport à ma journée. Donc par rapport à ma journée, il faut que je sache qu'est-ce que je suis censé faire, je ne vais pas mettre les mêmes EPI. Juste à côté du vestiaire, il y a un rappel de ce qu'on doit faire, donc on ne cache rien. C'est juste, on attend de la personne qu'elle ait la présence d'esprit pour faire toutes ces choses-là.
Ce sont des activités qui vont avoir du scoring. Donc on va être capable de voir si la personne s'en sort bien ou s'en sort pas bien. Et en fonction de tout ça, on va avoir un diagramme araignée, compatible RecTech. Je vous passe toutes les finesses de tout ça. On va obtenir des fins différentes qui vont permettre de faire que jusqu'à présent, on a des taux de complétion qui sont vraiment ultra élevés, alors qu'avant, il leur faisait passer un questionnaire. Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous savez faire ça? Que pensez-vous de ci? Que pensez-vous de ça? Qui était rempli d'une façon complètement à l'arrache. Voilà. On n'est pas sur des très gros budgets, on ne déploie pas des technologies complètement folles en faisant ça, mais rien que le fait de donner un objectif, de faire progresser, de guider, d'expliquer qu'il y a des challenges et de dire bravo, de féliciter, d'expliquer que ça se passe bien, change complètement la donne dans l'esprit des apprenants. Il est également disponible en accès libre, donc vous pouvez y aller, vous pouvez aller sur Into the Dock, vous saisissez votre email, vous recevez un petit code pour vous connecter, et c'est parti, vous pouvez jouer, vous allez voir si vous pouvez aller pousser des palettes dans les camions Amazon. Voilà. Cette petite live session arrive à sa fin. Je vais faire un petit aparté. Il y a une limite sombre dans les jeux vidéo. Dans le freemium, vous avez sans doute entendu parler du freemium, on utilise beaucoup d'objectifs. C'est vraiment un monde qui n'a recours quasiment qu'à ça. Mais le but, c'est d'engager des microtransactions. Des microtransactions, c'est vous allez payer 2 € pour quelque chose. Alors ce quelque chose, il y a deux grandes catégories. C'est faciliter l'expérience de jeu. On va vous donner un objet rare qui va vous rendre beaucoup plus fort. Voilà. Vous allez être plus fort en fait. Souvent, il y a plein de challenges, plein d'objectifs et ils sont durs à atteindre. En payant, ils sont un peu plus faciles. Et la deuxième grande catégorie, c'est de fluidifier l'avancement. C'est-à-dire que souvent, on va devoir attendre. Ça s'appelle des time walls. Ah, ce bonus-là, je vais l'avoir, mais il se débloque dans 2 heures. Bon, en payant 10 centimes d'euros, je gagne 1h50. Je gagne 1h59. Il me reste qu'une minute à attendre. Je le fais. Voilà. Ça monte à des sommes complètement faramineuses. Les gros payeurs, on les nomme des baleines. Donc les baleines, c'est à partir de plusieurs centaines d'euros par mois sur un jeu. Voilà. Et donc il y a tout ce modèle économique qui existe dans les jeux vidéo freemium de dire qu'on sait qu'on va hooker des joueurs grâce à une série d'objectifs, de challenges à atteindre, avec la gratification derrière. Typiquement, ça va être du déblocage de contenu exclusif. On va obtenir des nouveaux niveaux, on va obtenir des nouveaux monstres à taper, on va obtenir des nouveaux équipements, on va obtenir une nouvelle façon de se battre. C'est souvent des jeux de combat. Hein. Voilà. C'est la meilleure gratification qui existe, hein, comme je vous l'expliquais avant. Voilà. En fait, c'est une opportunité pour nous dans le monde de la formation. On ne cherche pas à leur prendre 2 € aux gens. On cherche à leur transmettre un apprentissage. Donc on cherche à leur donner quelque chose. Donc il faut se nourrir de tout ce savoir qui a été développé dans le monde du freemium, même si ce n'est pas à des fins particulièrement glorieuses, et l'appliquer dans le monde de la formation pour en faire quelque chose qui serve le bien commun. Voilà. En résumé, ce sera mon dernier slide. Les objectifs, les challenges, sont un levier fondamental dans le design d'expérience. Aujourd'hui, quand vous concevez une formation, vous concevez une expérience. Il y a des gens qui vont aller du début à la fin, c'est une expérience digitale. Utilisez un simple principe d'objectif, ne serait-ce qu'attribuer un rôle au début. Essayez juste, s'il vous plaît, de faire que l'issue paraisse incertaine, on y arrivera, on n'y arrivera pas, on ne sait pas. Si juste, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est celui-là. Ça va jouer sur la psychologie de votre utilisateur. Vous allez le motiver, vous allez le récompenser, vous allez le motiver, le récompenser, et vous allez l'inciter à continuer son expérience. Ça signifie pour vous des meilleurs taux de complétion, des meilleurs taux de satisfaction. Et en plus, si jamais le module a une petite apparence comme quoi il y a des objectifs dedans, vous allez même avoir un meilleur taux d'inscription. Donc vraiment, faites-le. Alors, bonne utilisation dans un module de formation garantit une expérience immersive et efficace. Je vais donc maintenant prendre des questions. Pour info, les jeux que je vous ai montrés sont en démo sur notre stand N20. Il y a des tablettes tactiles, vous n'êtes même pas obligé de me parler si jamais vous n'avez pas envie. Vous y allez, vous jouez tout seul. Et si jamais vous avez envie de me parler, il y a mon email sur tous les slides. Utilisez-le, je suis de l'autre côté. Je vous répondrai. Est-ce que je peux avoir le... Ouais, super. Merci beaucoup. Oui, dans certains jeux, notamment les point and click, on peut avoir des achievements en cas d'erreur, voire d'epic fail, genre vous êtes tombé 3 fois dans le même trou.
Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet de valoriser l'erreur, même si dans le cas des point and click, c'est de manière hyper ludique. Comment est-ce qu'on peut exploiter ça du point de vue des apprentissages pour vous? Alors, je ne vais pas vous faire la réponse que vous attendiez. Je donne demain une conférence à 14h30 à Las Vegas qui s'appelle l'apprentissage par l'erreur. Donc, vous ne pouviez pas poser la meilleure question. Donc, j'ai 25 minutes un peu comme ça sur le même sujet. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'erreur, non pas comme punition, et non pas comme sanction, théorie, examen, clac, bravo, tu as 5 sur 10, mais au contraire comme levier d'apprentissage et vraiment comme quelque chose qui permet de bonifier l'expérience. Il faut avoir une approche bienveillante. Donc là, c'est le cas. Oui, il faut savoir se tromper. C'est génial de se tromper. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Ça marque les esprits, on ne peut plus. Une autre question ? Bon, on va le faire sans le micro. Ouais. Dans mon expérience, on incorpore de la gratification. Alors, mettre des gratifications dans la vie réelle par rapport à une expérience digitale qu'on aura eue. Donc ça, c'est la grande catégorie de la gamification. On fait ça pour EcoDDS. EcoDDS, c'est un organisme d'État qui collecte des pots de peinture vides. C'est une obligation de tous les magasins qui vendent des pots de peinture. Ils doivent mettre des bennes à disposition. Et en fait, les bennes, ils peuvent les mettre où ils veulent. Ils peuvent les mettre sur le parking à côté des poubelles derrière. Et donc, du coup, elles ne seront pas utilisées. Ou devant le magasin au niveau de l'entrée. Donc, on a des approches de plateforme digitale, c'est technique, mais en fait, eux, ils savent exactement combien de pots de peinture ont été collectés, parce que c'est eux qui les récupèrent, ils mettent ça dans une base de données, ils créditent ça au magasin. Nous, on a construit une petite expérience où en fait, on vient se connecter sur ce serveur, et à l'intérieur du jeu, donc ils jouent par équipe, donc chaque membre du magasin fait partie de l'équipe, et en fonction de comment est-ce qu'ils recyclent, ils vont avoir des points, et ces points, ils peuvent les dépenser dans une boutique pour obtenir des t-shirts. Voilà, ils ne font pas encore les séjours au Club Med, mais voilà. Donc ça, c'est la grande approche de la gamification. Pour obtenir des gains dans la vie réelle, très souvent, je ne sais pas pourquoi, mais très souvent, il faut avoir des données dans la vie réelle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste bravo, tu as fait ton parcours de formation, mais en plus, vraiment, tu as un comportement dans la vie réelle qui va bien. Il reste une ultime question s'il faut. Comment on fait face à la reluctance de chacun pour faire un jeu? On me prend pour un idiot, on va me faire jouer. Ça nous arrive plus jamais. C'était le cas au début quand le Serious Game est apparu dans les années 2000, mais aujourd'hui, on n'est pas en train de faire un jeu vidéo Candy Crush, quoi. Aujourd'hui, on a des personnages, même s'ils ne sont pas réalistes d'apparence, ils parlent d'une façon normale, on est dans des situations professionnelles. Généralement, on met des challenges où on se dit, tiens, avant que je considère qu'ils me prennent pour un débile, je vais déjà voir si je réussis à faire le challenge. Et ça, généralement, ça règle la donne tout de suite. Dans les années 2010, on avait cette question auprès d'EDF, qui avait un jeu de santé-sécurité à déployer sur la totalité de leur personnel. Donc on parle de 35 000 personnes, ERDF, à l'époque, les réseaux pour la maintenance. René, 55 ans, c'était notre personnage, je connais tout, c'est certainement pas un jeu qui va m'apprendre à faire ça. Voilà. Sauf que René, dans le jeu, il se trompe au premier élément parce qu'il n'a pas fait attention, il n'a pas checké ci, checké ça, ce qu'il ferait dans la vraie vie, mais qu'il ne fait pas dans le jeu. Et en fait, on va responsabiliser les joueurs dès le début du jeu pour leur expliquer, c'est peut-être un jeu, il y a peut-être des objectifs, il y a peut-être des challenges à atteindre, il y a peut-être du score, mais derrière, il y a une vraie compétence qui existe réellement, et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc il suffit juste de faire toutes les règles de jeu qu'on veut, et de ne pas prendre dans la ligne éditoriale les apprenants pour des idiots, que ce soit en jeu ou pas en jeu. Merci à tout le monde. Et encore une fois, n'hésitez pas, on est face à l'entrée, utilisez mon email, je suis à votre dispo.